de permettre à faire un peu, de dresser le consensus qui est émané de ces séances publiques-là pour ensuite faire la liste des revendications d'égalité santé en français et de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick sur ce dossier-là. Et du même souffle, la SANB va prendre l'occasion aujourd'hui pour dévoiler et de rendre public son mémoire que l'organisme va présenter dans le cadre de cette réforme-là du système de santé au Nouveau-Brunswick. Donc, sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à M. Jacques Verge, qui est le secrétaire d'égalité santé en français, pour livrer son premier témoignage. Oh, vous êtes en sourdine, M. Verge. C'est rare que ça m'arrive. Bonjour, j'ai le défi de résumer les discussions qui ont eu lieu pendant plus de 20 heures, et ceci à partir des rapports des tables rondes, puisqu'il a été impossible d'assister à chacune des conversations qui avaient lieu dans différentes salles sur Zoom. Je vous dirais en premier lieu que nous avons très peu entendu de personnel du réseau de la santé Vitalité dans notre cas. Je ne sais pas si on a gardé ces gens-là au silence, mais il aurait été intéressant d'avoir des commentaires de gens vraiment impliqués dans le milieu. Les commentaires qui ont fait consensus, tant du côté anglophone que francophone, on déplore l'absence d'une direction d'hôpital ou d'une gestion locale. Les commentaires qui ont été donnés vont de personnes pour défendre notre hôpital, une bâtisse sans âme, des décisions mur à mur prises par le réseau. Le personnel n'a pas de mots à dire. Et le deuxième commentaire qui a fait aussi consensus des deux côtés linguistiques, c'est le manque de services en région qui ne sont pas assez nombreux. Les gens sont très satisfaits des services qu'ils ont dans leur région, mais en veulent plus. Ce qui a amené des discussions également sur le transport, trouver un moyen pour permettre à tous les gens d'accéder à des services soit en région ou de les déplacer dans les grands centres. Le manque de personnel a fait consensus également du côté des deux régies de santé. Il en manque partout. À certains endroits, on a dit qu'on a déshabillé la région pour habiller le gros hôpital ou le plus gros hôpital. On dit, contrairement à ce que la ministre a annoncé cette semaine par le renvoi du président du conseil d'administration de Horizon, les gens ont clairement dit que c'est au niveau local, dans chacun de nos hôpitaux, c'est là où on est les mieux placés pour faire le recrutement. Et ça a été dans toutes les rencontres, ce qui est peut-être un mauvais signe pour ce qui s'en vient dans le document, le plan de santé. On a aussi dit qu'il fallait payer les gens des salaires intéressants parce qu'il y a une grande compétition avec le secteur privé, mais aussi avec les autres provinces. Donc, ce n'est pas avec un Saint-Saëns qu'on va faire attirer des gens dans nos régions. On a parlé des services centralisés au détriment des personnes en région. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. On veut avoir plus de cliniques dans les régions. On veut avoir plus de services. Et on dit que ce serait probablement plus facile de faire voyager un spécialiste en région que de faire voyager 25 personnes dans le grand centre. On a souligné que les personnes âgées sont moins habiles avec le numérique
et que parfois, des consultations vidéo, ce n'est pas toujours évident de se faire. Les transferts entre hôpitaux aussi, il faut trouver, on a suggéré, on a dit qu'il fallait trouver un autre moyen que l'ambulance pour amener des gens pour aller passer des tests ailleurs. On a parlé du service ambulancier, le temps de réponse qui est trop souvent trop long, surtout en milieu rural. On a parlé de la régie de santé. Et il y a eu des commentaires aussi du côté anglophone que la régie de santé est trop centralisée. Il y a un climat d'intimidation auprès du personnel pour les empêcher de parler. On a parlé d'élection de membres du CA. Dans le côté francophone, à certains endroits, on a dit qu'il fallait que la direction générale travaille pour la régie et non pas le ministère. Il fallait trouver un modèle où la communauté aurait son mot à dire dans les décisions de la régie. Il y a eu toutes sortes de suggestions à ce niveau-là. Réformer la structure des régies, ça a été unanime. Et les communautés sont éloignées des décisions. Ils ont des problèmes, ils ont parfois des solutions, mais impossible de les dire. La langue a été aussi mentionnée du côté francophone, du côté anglophone, ce n'est pas une préoccupation. Mais la langue a été soulignée du côté francophone, que d'avoir des services en anglais pour beaucoup de personnes, c'est un handicap. On ne comprend pas tout ce qui se dit et on craint que de l'autre côté, du côté du service hospitalier, on ne nous comprenne pas non plus. On a parlé un peu des foyers de soins qui en manquent dans notre langue, qui devraient être inspectés plus régulièrement et qui devraient être publics. Il y a eu d'autres commentaires qui ont été mentionnés que je vous cite en passant. On a parlé de former le personnel aux réalités des communautés émigrantes et des Premières Nations. Puis il y a un jeune de 13 ans qui a dit « N'oubliez pas, la situation climatique a un effet sur notre santé. » Donc, je pense que de la part d'un jeune, c'était un excellent message. Dans les solutions proposées, il est évident qu'au niveau de la gouvernance et de la gestion de la régie, il faut faire des changements. Il faut ramener les communautés dans la prise de décision d'une façon quelconque. Il y a des gens qui ont proposé des comités consultatifs, des comités aviseurs, plus de membres, etc. Mais il y a un regard à jeter là-dessus. L'offre de service, je vous dirais que quand on était à la réunion de Moncton et qu'on entendait la représentante de Vitalité nommer les services qu'il y avait dans l'hôpital, dans le CHU du Mont, et par la suite, on écoutait la personne d'Horizon nommer les services qu'il y avait dans le Moncton City. Il n'y avait pas grand-chose dans le plus grand hôpital de la communauté francophone. Moncton City n'est pas le plus grand hôpital de la communauté anglophone, mais ils ont beaucoup de plus de services que nous dans notre plus grand hôpital. Imaginez-vous qu'en région, nos hôpitaux ont très peu de services. On a parlé, on a suggéré de continuer les consultations par numérique, mais en disant clairement que le numérique n'est pas la solution à tous les problèmes. Il y a une question d'accès, il y a une question d'habilité, mais aussi il y a une question médicale. On ne peut pas tout régler sur une caméra. Parfois, très souvent, on dit que la médecine, les soins de santé, c'est par le toucher, l'œil et l'oreille que ça se constate les problèmes. On a demandé que la régie trouve un moyen de transporter les gens
qui doivent recevoir des services dans les grands centres. Pas seulement ceux qui ont peu d'argent, mais la majorité des gens, quand on est malade et quand on a à voyager, c'est un problème majeur. On a parlé de recrutement et de rétention, j'en ai parlé un petit peu tantôt. On a unanimement dit que c'était au niveau local qu'on était les mieux placés pour faire le recrutement. Et même à un moment donné, la ministre l'a dit, il n'y a rien de mieux qu'une communauté pour connaître ses besoins puis aller vanter sa communauté. Mais quelques jours après, elle a pris le contrôle du recrutement des médecins, donc c'est difficile de savoir vers où on s'en va. Il faut aussi aller chercher les jeunes, leur offrir des incitatifs pour aller en santé, s'il faut payer une partie des études, qu'on le fasse, etc. Des salaires compétitifs, des incitatifs pour aller travailler ou s'établir en région, des incitatifs monétaires, familiaux, pour garder les gens là, pas seulement les avoir pour 3 ans, mais les avoir à long terme. Et on a souvent dit dans ces rencontres-là que les gens vont aller s'établir dans une région où il y a des services. Un médecin qui a un hôpital sans service va aller s'installer dans un grand centre plutôt que d'aller s'installer en région. Il a été question de l'obstétrique, par exemple à Campbellton, que les gens ne comprennent pas qu'après 1 an, on n'a pas pu régler le problème, tout comme dans d'autres situations comme l'urgence dans la région de Moncton, que ça ne peut pas se régler de façon efficace. Et les gens ont dit que s'il y avait une direction locale, le problème sera probablement moins grand et peut-être pas existant. Des salaires, le recrutement, c'est ça. Les immigrants aussi, on peut aller chercher des ressources humaines par l'immigration, mais il va falloir que la province trouve un moyen de ce qu'on appelle la reconnaissance des acquis ou des diplômes. Il est anormal qu'on doive refaire tout le cours qu'on a fait dans un autre pays pour venir pratiquer ici. Ça se peut qu'il y ait besoin d'une formation spéciale de court terme, mais de là à refaire les 4 ans quand on a fait 4 ans, c'est pas normal. Les incitatifs pour les régions, ce que j'en ai parlé. L'examen NCLEX est revenu sur le dossier. Difficile de comprendre que si on manque d'infirmières, qu'on ne fait pas un effort pour modifier cette structure-là, cet examen. La santé mentale a été longuement discutée et est revenue dans chacun des dossiers. Les gens disent qu'en région et un peu partout, les services sont pas les services qu'on reçoit, mais la quantité de services et la disponibilité de services est inadéquate. Il faut augmenter ça et qu'on a clairement dit que les problèmes de santé mentale n'arrivent pas de 8 à 4. Donc, il faut trouver une structure et, pour s'assurer que les problèmes de santé mentale, qu'on a un outil pour aider ces gens-là en tout temps et en tout lieu. Et ça a été la même réflexion chez les jeunes. Dans la 3e section des commentaires que je voulais faire ce matin, je voulais faire le lien avec ce que Égalité Santé demande. C'est certain que du côté anglophone, on n'a pas parlé de reconnaissance de la Régie santé francophone comme un élément essentiel de notre communauté. Par contre, les revendications que nous avons faites et que nous faisons encore se retrouvent dans les éléments de la gouverne et de la gestion. Nous, on demande l'élection de tous les membres du conseil, la nomination du président du conseil d'administration par celui-ci,
un DG qui travaille pour la régie, un comité consultatif de bénévoles au niveau local, l'égalité de service entre les deux communautés. Puis je dois faire une parenthèse ici pour dire que le 3 mars, lors d'une session avec les organismes francophones, on a souligné ce problème-là à la ministre que ça faisait 5 ans, 6 ans, qu'on demandait régulièrement de nous remettre un tableau comparant les services qui sont offerts dans la communauté anglophone et la communauté francophone. Nous, on a fait un tableau et on sait qu'on est largement moins bien desservi que la communauté anglophone. Lors de cette rencontre, la ministre nous a dit « Ah, il ne devrait pas avoir de problème, je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas ce tableau-là. » Bien, on ne l'a pas encore. Parce que je crois que la vraie raison, c'est que les fonctionnaires ne veulent pas nous donner des arguments qui prouvent qu'on est moins bien servi. Même si les fonctionnaires à la réunion avec la ministre faisaient des signes de tête que oui, on va vous y fournir, on ne l'a pas eu encore et ça fait 2 mois de ça. On demande un plan de rattrapage. Le dernier plan de rattrapage a servi à augmenter les services en région. Et le plan de rattrapage, c'est pour arriver à un équilibre. Mais malheureusement, le dernier gouvernement libéral et le gouvernement actuel conservateur n'ont pas voulu renouveler ce plan de rattrapage. On demande également que la régie soit responsable de tous les services hospitaliers requis par un système de santé. Et on demande que les réunions ou les décisions de la régie soient plus transparentes et prises lors de rencontres publiques. Actuellement, on semble gérer la régie par des huis clos, ce qui est malheureux. Bien qu'on ait un cadre de transparence, le contenu n'est certainement pas transparent parce qu'on reçoit très peu de réponses à nos demandes d'information. J'arrête là. C'était mon rôle de faire les problèmes amenés par les gens, les solutions et le lien avec nous. Et plus tard, s'il y a des questions, je répondrai à vos questions. Je vous passe maintenant Marcel, qui est le président de l'Association francophone des aînés de Nouveau-Brunswick. Marcel. Merci bien, Jacques. Bonjour à tous et toutes. Merci d'être là ce matin avec nous. Il semble se dessiner des tendances intéressantes dans l'ensemble des régions consultées. Les participantes et les participants aux différentes sessions ont démontré une grande maturité en suggérant des possibilités réalistes qui pourraient améliorer les services de soins de santé dans chacune des régions. Du côté de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, nos membres fondent beaucoup d'espoir sur ce qui va résulter de cette réforme en santé. Trop souvent, et ils nous l'ont dit, les soins de santé sont difficilement accessibles et impliquent toute une logistique qui pourrait certainement être éliminée s'ils n'avaient pas à parcourir de grandes distances pour recevoir des soins spécialisés et même des simples soins de base parfois. Tout en reconnaissant que les foyers de soins sont sous la gestion du ministère du Développement social, le parallèle avec le ministère de la Santé est évident. De grandes inquiétudes persistent tout aussi bien sur l'accès, le manque de ressources humaines et la qualité des services. La pandémie a justement mis encore plus en lumière la problématique et heureusement, grâce au dévouement et professionnalisme du personnel, la situation a pu être contrôlée dans plusieurs cas. Toutefois, il faut reconnaître qu'il y a des limites à ce que l'on peut demander à ces gens. Plusieurs solutions, et parfois sans incidence financière, ont été présentées afin d'offrir un plus grand appui aux aînés qui veulent demeurer plus longtemps à leur domicile, ce qui, bien sûr, permettrait le désengorgement des foyers de soins et même, en bout de ligne, des hôpitaux. La FANB, en plus d'être présente aux sessions de consultation, a soumis un mémoire à la ministre de la Santé. Au-delà des recommandations quant aux services de santé proprement dit, 2 éléments faisaient partie intégrante du document, soit les soins en français et la gouvernance locale de nos institutions de santé. Il est plus que temps
que le respect des 2 langues officielles au Nouveau-Brunswick soit un fait et non un souhait. Il me semble que lorsque nous sommes pris avec des problèmes de santé, la langue ne devrait pas être une source d'inquiétude supplémentaire. De même, qui d'autre que les gens locaux pour bien comprendre les besoins des siens? Sans entrer aujourd'hui dans une argumentation exhaustive, vous avez d'ailleurs entendu plusieurs recommandations qui ont été faites par le rapport de M. Verge, il faut savoir reconnaître l'expertise particulière de ces gens de terrain, partout en région et dans les grands centres, qui démontrent toujours un réel désir de contribuer positivement au mieux-être et à la bonne santé des citoyennes et citoyens de leur région, tout en faisant preuve d'humanisme et d'empathie. Je veux croire que cette réforme saura apporter les changements nécessaires et pertinents au bien-être de nos membres. Et j'en profite pour réitérer notre engagement sincère à poursuivre la discussion et faire partie prenante du processus pour définir notre système de santé. Merci beaucoup. Je passe maintenant le flambeau à Alexandre Cédric Doucette, président de la SANB. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a plusieurs citoyens, plusieurs journalistes et plusieurs même députés. Donc, je vous remercie de votre présence, c'est super apprécié. Je pense qu'on doit partir à la base. C'est qu'au Nouveau-Brunswick, il y a 4 groupes de personnes qui peuvent faire face à des obstacles linguistiques en matière de soins de santé. Il y a les communautés des Premières Nations, les immigrants, les personnes sourdes ou aveugles et les francophones. Comme que le français sont les 2 langues officielles, le français et l'anglais sont les 2 langues officielles du Nouveau-Brunswick, il va de soi que les locuteurs de ces 2 langues ont le droit, en vertu des dispositions de la Loi sur les langues officielles et de la Charte canadienne des droits et libertés, de recevoir des services de qualité égale dans la langue de leur choix des institutions de santé dans la province. Malheureusement, comme vous le savez probablement, cela n'est souvent pas le cas, car une de ces 2 langues semble être plus officielle que l'autre. Alors qu'il semble que les locuteurs anglophones puissent obtenir partout dans la province des services médicaux dans leur langue sans grand problème, cela n'est pas le cas pour les locuteurs francophones. D'ailleurs, au cours des dernières décennies, les recherches sur les impacts des barrières linguistiques dans le domaine de la santé se sont multipliées. Elles mettent de plus en plus évidence l'impact de ces barrières sur l'accès aux soins de santé, la sécurité des patients, ainsi que la qualité des soins offerts. Ces recherches révèlent également que l'importance que la langue en santé est généralement assez méconnue et qu'il existe toujours de nombreuses idées fausses sur les stratégies visant à surmonter les obstacles que cela peut poser. De nombreux administrateurs, fournisseurs de services et professionnels de la santé ne sont souvent pas conscients des risques pour les patients de ne pas aborder correctement les obstacles posés par les barrières linguistiques. Aussi, ils continuent à voir la prestation des services de santé dans les 2 langues officielles comme n'étant rien de plus qu'une réponse à une simple demande d'accommodement et non comme un service essentiel. En raison de ce manque de compréhension, de nombreux établissements de santé et plusieurs professionnels de la santé continuent à s'appuyer sur des moyens qui présentent des risques pour le patient pour offrir des services à la communauté minoritaire de langue officielle. Ceux-ci incluent, entre autres, tenter de surmonter une barrière linguistique par des gestes ou de simples questions, utiliser les membres de la famille pour agir comme interprète ou utiliser une interprétation ad hoc, par exemple des employés de l'établissement de santé ou des visiteurs. L'idée fausse la plus répandue est que si un patient parle un peu anglais, il n'a pas besoin d'un interprète et on peut lui offrir le service dans cette langue sans aucun problème. Pourtant, comme on le sait probablement, les recherches montrent clairement que le risque de mauvaise communication est très élevé dans ce cas, car plusieurs erreurs peuvent ainsi être commises en l'espace d'une brève rencontre avec des conséquences importantes et permanentes pour la santé du patient. En ce qui a trait aux régions rurales, je me permets d'avancer le caractère de haute importance des institutions ainsi que l'accessibilité et non la disponibilité des services offerts en santé. La préservation des institutions permet à la population d'avoir accès à des services sans avoir à se déplacer sur de grandes distances vers des centres urbains. De plus, les établissements de soins de santé remplissent un rôle vital dans le maintien, le développement et l'épanouissement de la communauté linguistique minoritaire acadienne et francophone. C'est donc dans ce contexte qu'il faut concevoir la réforme de la santé, plus particulièrement dans une province comme le Nouveau-Brunswick, qui se vante d'être une province officiellement bilingue. En raison de tout ce qui précède, je vous présente nos 5 recommandations.
La première recommandation est que les 2 régies de santé existantes et leur désignation linguistique soient confirmées et que la dualité en santé respecte les droits de la communauté linguistique francophone tels que stipulés par l'article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés. La deuxième recommandation est qu'un plan conçu par et pour la communauté acadienne et francophone soit adopté et mis en œuvre dans les meilleurs délais pour améliorer les soins de santé offerts en français par les institutions de santé de la province. Troisième recommandation, c'est que le plan de santé provincial prenne en considération le maintien et le développement des soins de santé offerts dans les régions rurales de la province, de manière à respecter la progression de la communauté acadienne et francophone vers l'égalité réelle. La quatrième recommandation est qu'une analyse des soins de santé secondaires spécialisés et tertiaires offerts dans les régions acadiennes et francophones de la province soit faite et que, le cas échéant, un plan de rattrapage soit mis en œuvre dans les plus brefs délais pour assurer un service de qualité égale dans ces régions. Et la dernière recommandation est que la province s'assure que les Acadiennes, les Acadiens ainsi que les francophones aient accès à des services de santé et ambulanciers publics de qualité égale en français partout dans la province en procédant, entre autres, au rapatriement du programme extramural et d'Ambulance Nouveau-Brunswick vers le secteur public. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et je me mets disponible à des questions ou des commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre, et merci également à M. Verge et à M. Larocque pour vos allocutions. Là, maintenant, nous allons ouvrir la session pour des questions des journalistes. Là, je réalise qu'on est quand même plusieurs dans la salle, issus du milieu communautaire, du milieu politique, etc. Vu que c'est une conférence de presse, on va d'abord donner l'occasion aux journalistes de poser leurs questions. Et là, par la suite, s'il y a du temps, on pourra ouvrir pour des questions du public général. Donc, peut-être, vous pouvez l'indiquer, les journalistes, dans le chat. Si vous avez des questions à poser, on pourra procéder dans l'ordre que les commentaires ont été mis. Oui, j'aurais peut-être une question. OK, oui. Oui, Simon Delattre pour l'Acadie Nouvelle. Je me demandais si, avant de faire ces recommandations, est-ce que vous avez consulté du personnel, personnel de santé, que ce soit des médecins, des infirmières, et est-ce que véritablement la question des langues officielles, c'est leur première préoccupation actuellement? Moi, je peux commencer. C'est que, comme vous le savez probablement, la SNB a un cadre d'intérêt général pour l'Acadie. Donc, nous autres, notre mémoire est plus centrée vers les intérêts généraux de la communauté acadienne et francophone dans le cadre de la réforme de la santé. Donc, c'est pour ça que nos recommandations sont très générales. Donc, non, nous n'avons pas consulté des professionnels de la santé, puisque nous autres, on a plus été vers le développement territorial des régions rurales, où il y a une majorité francophone, etc. Peut-être un mot, vous avez, dans vos recommandations, il y a la question du rapatriement de l'extramural et d'Ambulance Nouveau-Brunswick. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu là-dessus? Pourquoi est-ce que ça vous semble nécessaire, ce rapatriement? Est-ce que, et en quoi, finalement, faire le bilan du travail mené par l'extramural depuis sa privatisation et, en tout cas, son transfert vers le secteur privé, transfert de gestion vers le secteur privé et d'Ambulance Nouveau-Brunswick également? Je pense qu'on a plusieurs, historiquement, on a plusieurs exemples que lorsqu'il y a une privatisation de services de services dans n'importe quel domaine au gouvernement, ça vient toujours un peu contrecarrer la question linguistique. Donc, c'est certain que nous autres, notre position, c'est que le mieux qu'on peut nationaliser les services, le plus que ça peut faire en sorte que le gouvernement et que les services répondent aux droits linguistiques des Acadiens et des francophones. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Delattre. Je passe maintenant la parole à M. Pascal Rechnog de Radio-Canada. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Ma question, c'est plus sur le caractère, je ne sais pas si on peut dire vague ou général des recommandations.
Je me demande pourquoi vous avez choisi cette option-là, de faire des recommandations très générales, parce que des fois, quand des organismes font des trucs comme ça peut donner la chance à la ministre de dire, c'est difficile à évaluer si c'est suivi ou pas. Donc, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez choisi de faire ça comme ça? Juste avant que je réponde concrètement à la question, je pense que c'est important que ça, c'est les recommandations de la SANB. Évidemment, les recommandations de la FANB ainsi qu'Égalité Santé en français sont un peu plus concrètes que la note. Donc, nous autres, c'est plus dans l'intérêt général des communautés. Donc, quand on parle du rôle crucial que les institutions en santé ont, mais c'est que si on veut s'assurer que la communauté linguistique francophone et acadienne s'épanouit et se développe, mais je pense que la base, ça va avec des établissements de soins de santé. Quand on va développer des villes, des municipalités, mais évidemment, si on n'a pas d'établissements de soins de santé, mais c'est difficile d'aller rapatrier et aller chercher puis recruter des nouvelles familles et des immigrants. Donc, c'est un peu à la base. Donc, c'est pour ça que nous autres, on a présenté cette vision-là. Comprendre les 5 recommandations qui sont incluses dans le document là, qui est envoyé. Est-ce que ça, c'est les 5 de la SANB ou les 5 qui sont communes aux 3 organismes? Oui, comme je viens de dire, ça, c'est les 5 recommandations de la SANB seulement. J'imagine que Égalité Santé en français puis la FANB vont présenter leur mémoire publiquement bientôt. Ben, ils peuvent répondre dans le fond, ils sont là. Oui, notre mémoire a été envoyée à la ministre de la Santé et il est sur le site d'Égalité Santé dans la section réforme. Oui, je répondrai la même chose du côté de l'Association des aînés, mémoire plus détaillée sur le site aussi de l'association, mais il faut reconnaître qu'on a participé à l'ensemble des sessions, presque tous, et nos membres ont fait valoir des points spécifiques avec des exemples spécifiques aussi, quoique les 5 recommandations de la SANB ne nous paraissent pas farfelues, nous sommes pas mal d'accord avec ce qui a été présenté là aussi. Est-ce que vous avez peut-être des exemples de recommandations, de propositions que vous faites à la ministre du côté de la FMI, pardon. Oui, je peux donner 2-3 choses. On a mentionné tantôt l'extramural, les services extramurales. Depuis que c'est au privé, très difficile d'avoir les suivis. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, quels sont les services. On a beaucoup de plaintes ou de membres de nos membres qui se questionnent que je n'ai pas les mêmes services ou est-ce que je pourrais avoir plus. Beaucoup de préoccupations aussi sur les soins en santé en français. On pourrait en faire un grand discours. Ça, c'est partout, ça revient partout, en région et même dans les grandes villes. Majorité francophone. C'était toujours une problématique d'avoir des soins dans sa langue. Tout ce qui est logistique, déplacement, implication et tout ça, il faut souvent des personnes pour accompagner d'autres personnes. Les horaires sont difficiles à obtenir. Il y avait du concret. J'aurais peut-être une question pour vous. Oui, allez-y, Pascal. Oui. Qu'est-ce que vous avez en commun, les 3 organisations, dans vos recommandations? Où est-ce que vous vous rejoignez? Je pose la question parce que je vais pas, dans mon reportage, lister 25 recommandations. Là. Donc, qu'est-ce que, à votre avis, où est-ce que vous vous rejoignez dans vos... Tu peux aller en premier, mais Marcel, si tu veux, je peux y aller, ça me dérange. Vas-y. Jeunesse d'abord. Je pense que ça qui transcende les 3 organismes, c'est évidemment, oui, il y a l'intérêt général de la communauté acadienne, mais il y a aussi l'égalité entre les 2 communautés linguistiques officielles, qui est la communauté linguistique francophone et anglophone. Et on veut, coûte que coûte, que ces réformes de la santé-là prennent en compte et tracent la voie vers l'égalité réelle entre ces 2 communautés linguistiques-là. J'ajouterais simplement une meilleure gouvernance locale pour avoir des gens sur le terrain qui appuient, qui comprennent les membres, qui comprennent la réalité du terrain. Et ça est ressorti presque partout. Et lorsqu'on parle de local, il ne faut pas seulement parler de rural, on peut aussi parler de urbain. Les plus grands centres, les plus grands hôpitaux avaient les mêmes préoccupations. On a l'impression de parler à des gens qui ne connaissent pas notre réalité. Ça déçoit beaucoup les membres. Lorsque nous sommes dans une situation de maladie, on a besoin de réconfort et non pas d'inquiétude. La reconnaissance que la santé est une institution de la communauté francophone, qu'elle est essentielle
à son développement et son épanouissement, l'égalité de services entre les deux régies et aussi une régie de santé transparente et dirigée et gérée par la communauté. Oui, j'ai une question pour M. Verge. On a parlé avec Mme Blanchard, Mme Louise Blanchard, plusieurs fois, et elle déplorait le manque là, de gestion locale. Là, vous l'avez mentionné, puis vous avez dit aussi tout à l'heure, à Moncton, on avait de la misère à avoir des services. Donc, juste avoir une direction locale, est-ce que ça assurait des meilleurs services dans les hôpitaux des régies? Je pense que ça va aider à régler beaucoup de problèmes au niveau du recrutement et de la rétention du personnel. Et aussi, ça va permettre d'avoir une voix au sein de la régie pour augmenter les services et améliorer les services dans chacune de nos institutions. Actuellement, il faut passer par Pierre Jean-Jacques pour avoir une réponse et il semble anormal. En tout cas, je n'ai jamais vu, moi, une entreprise ou une institution avec autant de personnes, à la fois de personnes, de travailleurs et d'utilisateurs, qui n'a pas une tête locale pour diriger la bâtisse. Donc, actuellement, c'est difficile d'avoir des discussions. Donc, ça peut aller à un bord puis de l'autre et on n'a pas de quoi de concret. C'est ça que vous dites? Bien, même le personnel est démoralisé parce qu'il sent qu'il n'y a pas de réponse, il ne sait pas à qui s'adresser, il ne sait pas comment faire pour régler les problèmes. Il faut qu'il passe d'une personne à une place, à une autre avant d'avoir une réponse, ce qui autrefois, ça se réglait. Les problèmes se réglaient dès leur apparition. Même question pour M. Larocque. Juste savoir cette gouvernance locale-là, ça bénéficierait dans votre association, là, certainement, parce que la logistique des soins peut être difficile dans certains coins de pays. Tout à fait, parce que il y a une partie gestion, la gestion administrative d'un hôpital, comme une entreprise. Et lorsque c'est local, beaucoup plus facile d'avoir des gens, de connaître les milieux, de prendre des décisions locales. Et beaucoup plus facile aussi d'identifier le réel besoin d'une telle population. On peut faire le tour de la province, francophone, anglophone, majoritaire, minoritaire, petit, grand, et les problématiques ne sont pas les mêmes. Lorsque c'est un groupe local qui prend des décisions, c'est en fonction de ce qu'ils entendent dans la rue, qu'est-ce qu'ils entendent autour d'eux. Et ça répond aux besoins plutôt qu'une décision purement administrative. Parmi les consultations qui ont été faites, il y avait des. On a nommé tantôt un exemple aussi simple que déplacer un spécialiste au lieu de déplacer 25 personnes, ça ne coûte pas cher, cela. Et ça répond à un grand, grand besoin. Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions de suivi de la part des journalistes dans la salle? Non? Oui, M. Rechnag? Oui, moi, j'aurais peut-être juste quelque chose si possible, une question de suivi. Mm-hmm. Puis la question peut peut-être aller pour les trois, là, mais qu'est-ce que votre feeling par rapport à la réforme, ce vers quoi on se dirige? Là? Parce qu'il y a eu une quantité phénoménale de recommandations qui ont été faites lors des sessions. Là. Vous y avez assisté à certaines d'entre elles, moi aussi. Puis, je veux dire, les suggestions, les demandes, tout ça, ça se compte par centaines, si pas par milliers. Là. Pensez-vous que la ministre va réussir à faire quelque chose qui répond à vos besoins, considérant que les demandes viennent de partout? Là. Puis la question est vague, là, mais pensez-vous que vous avez des chances d'avoir ce que vous cherchez et que la réforme réponde vraiment aux besoins de la communauté, compte tenu que le projet est vraiment pharaonique, le projet de la ministre Shepherd? Je peux peut-être aller. Lorsqu'on fait une analyse de toutes les recommandations, c'est sûr que ça les prend une à la fois. C'est impossible de répondre à tout ça. C'est pas financièrement, c'est juste pas possible. Mais par contre, il y a des tendances qui se dessinent. Il y a des éléments qui se dessinent. Aujourd'hui, dans les commentaires que vous avez entendus, on pourrait facilement regrouper à 3, 4 grands éléments qui doivent avoir de l'action. Moi, j'espère seulement que ceci n'était pas un exercice futile, un exercice de bonne relation publique.
Je vais être positif, je vais demeurer actif. J'ai mentionné tantôt que nous sommes prêts à poursuivre le dialogue. Ce n'est pas parce qu'on a envoyé un mémoire et qu'on a fait 2-3 recommandations que le travail est terminé. Il faut s'asseoir, il faut trouver ensemble des solutions. Et j'ose croire que dans la période des réformes que nous vivons présentement au Nouveau-Brunswick, il y en a quoi, 4-5 des majeures, j'ose croire que celle de la santé va prendre sa place aussi et que ça va vraiment donner des résultats. Je dois reconnaître que lorsque j'ai participé aux sessions, il y avait une belle écoute, il y avait un beau désir de vouloir faire des choses. Maintenant, ce qu'on va vraiment passer à l'action, c'est ce que nous saurons dans les prochaines semaines. La ministre a parlé à toutes les rencontres d'instaurer des centres d'excellence. Et ça, personnellement, ça m'inquiète parce que pour avoir un centre d'excellence, il faut avoir des services. Et quand on regarde les services qu'on a dans la communauté francophone, dans notre régie, ils ne sont pas très nombreux. Donc, je crains personnellement que les centres d'excellence vont être créés ou instaurés ou rassemblés dans des institutions anglophones. Et encore une fois, le réseau Vitalité sera le moins pourvu. Il ne faut pas oublier que le réseau Vitalité est aussi un réseau universitaire. Et que pour développer un réseau universitaire, ça prend des services. Et il n'y en a pas beaucoup du côté francophone. Parfait. Est-ce que, Alexandre, vous aviez quelque chose à rajouter? Oui, j'aurais juste à rajouter que je pense que c'est tout à l'avantage du gouvernement de suivre au moins les recommandations qui viennent du terrain, qui viennent des organismes, qui viennent des citoyens directement. On a toute une perception que toutes les consultations gouvernementales sont déjà un peu jouées à l'avance. Puis je pense que c'est tout, comme je dis, c'est tout l'avantage du gouvernement de suivre ces recommandations-là, parce que sinon, ça va encore plus effriter la perception qu'on a vis-à-vis des institutions public, dont le gouvernement. Donc, je pense que surtout en temps de pandémie, si ils veulent faire bien les changements, il faut suivre les recommandations qui proviennent du terrain. Donc, c'est juste ça que j'avais à rajouter. Parfait. Merci beaucoup, Alex. Donc, une dernière chance pour les journalistes dans la salle de poser des questions de suivi. Et sinon, on va passer la parole à M. Bélanger. C'est à vous, M. Bélanger. Bon, bonjour. Je voulais juste apporter une précision par rapport à ce qu'on parle de l'extramural et la question des ambulances. Vous savez tous et toutes que les contrats privés ne sont pas redevables à la population. La population, c'est des contrats qui sont développés avec les gouvernements. C'est pour ça que nous, en gardant ces secteurs-là avec les régies de la santé, ça veut dire que ça devient des systèmes publics. Donc, le public et le gouvernement, ils sont redevables à la population. Dans le contexte qu'on est actuel, ils ne sont pas redevables, les contractuels là, de ces deux services-là à la population. Ils sont redevables au gouvernement parce qu'ils ont des rapports à faire et des suivis. Mais beaucoup d'éléments dans ces contrats-là, c'est semi-secret. On n'a pas accès à certains éléments ou certaines informations. Oui, on a de temps à autre des gens qui vont réagir. On n'a pas eu ça ici, ça, ceux qui vont se montrer au public. L'autre élément, c'est que ces argents-là, ces deux entreprises-là ont eu des argents supplémentaires de qu'est-ce qui aurait pu être investi dans les régies pour améliorer le service. S'il y avait des éléments améliorés, pour apporter des meilleurs éléments qui sont plus proches de la population, qu'on appelle au niveau de santé primaire. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est ces éléments-là et les arguments qu'on avait par rapport à ça. Et encore, souvent, même qu'on va essayer d'avoir de l'information dans les rapports annuels des deux entreprises qui donnent ces services-là, il y a beaucoup de choses qui disent « Ah non, ça, c'est dans le contrat, c'est confidentiel. » là. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas. Donc, ces entreprises-là ne répondent pas au public et ne sont pas redevables au public. Donc, ils sont redevables seulement au gouvernement qui organise les contrats. Donc, le public, on n'a pas vraiment la gestion et la connaissance ou pouvoir interroger ces services-là de façon plus pertinente. Je voulais juste apporter ça comme observation. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Bélanger. Je passe maintenant la parole au Dr Dupuis. M'entendez-vous? Oui. Oui.
Je pense qu'il faut regarder le système de santé actuellement dans son ensemble. Et puis, il faut bien différencier Horizon de vitalité. Actuellement, il y a des crises dans le système de santé et c'est surtout du côté de vitalité. Il y a des crises qui sévissent dans la région du Restigouche. On a eu des coupures de service, des bris de service. En plus, le premier ministre de la province et les ministres de la Santé et les régies de santé ont cru bon en février 2020 de couper des services, en plus des crises qui sévissent. Ils ont décidé on va couper des services la nuit dans les urgences de 6 petits hôpitaux. En d'autres mots, pour essayer d'accentuer la crise. Actuellement, il y a une crise à l'hôpital Dr. Georges Dumont, centre hospitalier universitaire, qui sévit depuis 2 à 3 ans, qu'on ne semble pas pouvoir régler. On a parlé de l'obstétrique au niveau de la région du centre hospitalier de Campbellton. On a coupé l'oncologie dans des hôpitaux communautaires. La ministre de la Santé, il va falloir qu'elle règle les problèmes. Nous, les gens ici emmènent des solutions pour régler les problèmes. La ministre de la Santé, elle a consulté la population parce qu'elle doit produire un plan de santé. Mais il y a aussi une réforme de santé qu'on veut. C'est deux choses complètement différentes. Il faut qu'elle produise son plan de santé, c'est la loi. Il n'existe pas depuis 2018, mais donc on est dans une situation sans plan de santé actuellement. Mais il y a aussi ce qui sévit sur le terrain, qui est les crises actuellement. Et puis, je pense que les gens sont inquiets, les travailleurs de la santé sont inquiets parce qu'on semble dire que les gens qui dirigent actuellement ne sont pas capables de trouver les solutions pour régler les problèmes. Et puis, la population a répondu, il y a eu, comme observé le journaliste Rachnol, ils ont répondu. Mais la ministre, il va falloir qu'elle décide avait-tu un système qui va continuer à crouler du côté francophone ou avait-tu donné ce qui est utile et ce qui va aider à ce que le système de santé francophone puisse répondre aux besoins de santé de la population francophone. Et puis, actuellement, ça ne semble pas être une préoccupation majeure. Puis, chaque chose que la ministre fait récemment, comme de mettre à la porte le PDG de Horizon, ça augmente le pouvoir centralisateur de dire c'est le ministère de la Santé qui va recruter les médecins. Qu'est-ce que le ministère de la Santé connaît dans le recrutement des médecins au niveau local? Y a-t-il quelqu'un qui a demandé? Moi, je vous dirais rien, pas en tout, mais c'est une autre centralisation. Voyez-vous, là, les gens ont demandé une décentralisation pour résoudre des problèmes et la ministre, même durant sa consultation populaire, est en train de centraliser puis prendre des décisions centralisatrices. Ça ne va pas du tout dans la bonne direction. C'est ça qu'il faut remarquer, puis c'est ça qu'il faut voir, puis c'est ça qu'il faut comprendre. Parfait. Merci beaucoup, Dr. Dupuis. Là, on a une dernière main de levée, iPad 2. On va vous demander de vous identifier d'abord et ensuite de poser votre question. Merci. C'est-tu moi, là? Oui. C'est bon, OK. okay. Bonjour, Mme Blanchard. C'est Louise Blanchard? Oui. OK, c'est ça. Moi, j'aborde dans le même sens que M. Dupuis, puis surtout aborder le sujet qui est revenu dans presque toutes les sessions avec la ministre. C'est une direction dans les hôpitaux. Ça, c'est vraiment de la centralisation à outrance. C'est vraiment un non-sens absolu. Mais on voit que depuis peut-être une quinzaine, vingtaine d'années, on a essayé de plus en plus en centraliser. Avant, on avait des régies par région. On avait une pour la péninsule, une pour la région de Edmonton, puis ça fonctionnait beaucoup mieux. Ce qu'on a fait de plus en plus, on a centralisé jusqu'à enlever même un directeur d'hôpital, qui est un non-sens absolu parce que moi, je prends l'exemple de Caraquette, par exemple, j'allais régulièrement en tant que comité action pour aller voir qu'est-ce qui se passait. J'allais voir la directrice, puis elle savait qu'est-ce qui se passait dans son hôpital et elle réglait les problèmes. Maintenant, il y a des gens qui m'appellent dans la région de Caraquette pour des problèmes à l'hôpital de Caraquette. Je ne sais vraiment pas qui appeler. Je ne sais pas si c'est un fantôme qui existe à Fredericton ou à Moncton. On ne sait pas où
cette personne-là est, on ne sait pas à qui s'adresser. Imagine-toi, moi je ne le sais pas, imagine-toi les gens ordinaires. La régie, c'est sûr que c'est important que ça existe, mais depuis qu'on a réussi à faire accepter qu'on élise des conseillers, ça peut faire changer, mais cette fois-ci, il y a une élection, c'est là qu'il va être important que les gens sachent qu'il faut qu'ils votent pour des gens qui vont vraiment défendre une décentralisation, qui défendent vraiment les soins de santé. Puis je pense que c'est une bonne occasion, mais à long terme, il va falloir qu'on ait 15 conseillers d'élus. Donc, moi, d'après moi, le gros problème, c'est la centralisation. Puis il faut se battre pour décentraliser et avoir des services dans nos régions. Parfait. Merci beaucoup, Mme Blanchard. Donc, encore une dernière fois, je vais laisser l'occasion à iPad 2, si vous êtes là, puisque vous avez levé la main. Sinon, je pense que là, on arrive presque à la fin de notre séance. Est-ce que vous êtes là, iPad 2? Non? Parfait. Il n'y a pas d'autres questions de la salle, des journalistes, le public? Parfait. Donc, je pense qu'on peut terminer donc sur cette note-là de Mme Blanchard. Donc, merci beaucoup encore une fois à tous et à toutes de vous être présentés aujourd'hui pour cette conférence de presse. Je remercie les journalistes ainsi que les différents élus, les membres des différents organismes du milieu associatif, du public général. Donc, je vous souhaite tous et toutes une bonne journée. Et aux journalistes, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas de me joindre directement à l'adresse communication au pluriel @sanb.ca et on va faire sûr de pouvoir répondre à toutes vos considérations. Donc, merci beaucoup et je vous invite de vous déconnecter. Merci encore une fois. Bonne journée. Bonjour. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une autre question, soit de Pascal ou de Production Télé Acadie? Sinon, on va terminer ça. Non? OK. Ben, on va... Monsieur Damour? Non. Peut-être que Denise a une question pour nous. Ouais, je pense. Je me demande si les autres allaient rester après. Ouais, moi, je pensais qu'ils allaient rester à la fin. Mais bon. Je me demandais, c'est comme, OK, est-ce que Pascal Rechtag reste là, m'a dit rien, pour juste au cas où, là, tu sais, que comme on commence à... C'est ça. Non, Denise non plus. Bon, ben, all right, ben là, nous autres, on est dans le même bureau, là, ça. À tantôt, Eric. Yeah, c'est ça.